Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Joseph Lenartz. L'affaire que je vous propose aujourd'hui est celle d'un drame familial sur fond d'emprise et de manipulation. La victime, Joseph Lenartz, un chauffeur routier sans histoire. Son cadavre en décomposition est découvert chez lui en janvier 2018. Immédiatement, ses proches désignent une coupable, Kathleen, sa compagne depuis 8 ans. Fin de l'affaire? Pas si sûr, car les enquêteurs vont aller de surprise en surprise avant de mettre au jour l'incroyable vérité. Mère et fils, à la vie, à la mort, un nouveau podcast de Chroniques criminelles. Pour bien comprendre cette histoire hors norme, il faut remonter plusieurs années auparavant. Tout commence à Eupen, en Belgique, une ville tranquille à 40 km de Liège, où personne n'imaginait voir un jour s'y dérouler un crime aussi brutal. Eupen, c'est une petite commune qui comporte quand même pas mal d'habitants. Alors à Eupen, les maisons sont relativement typiques. Françoise Peffer, journaliste agence Belga. En Belgique, on préfère les briques au crépi. C'est une ville relativement familiale en fait, très amicale aussi. Et tout le monde se connaît, tout le monde parle avec tout le monde et tout le monde aide tout le monde. C'est ici, à quelques kilomètres de l'Allemagne, que Joseph Lenartz voit le jour dans les années 60. Ses parents, propriétaires d'un camping, sont des gens appréciés dans la région. Depuis son enfance, tout le monde le surnomme affectueusement Youpi. Il grandit dans une famille très unie, entouré par ses 9 frères et sœurs, dont Jo, la petite dernière. Les fêtes de famille, forcément, ça faisait du bruit parce qu'on était beaucoup. Il y avait toujours du monde. On faisait la fête et c'était toujours Youpi qui faisait le plus de bruit. Jo Lenartz, sœur de Joseph. Quand on était en famille et qu'on chantait les chansons tous ensemble, c'est toujours lui qui avait la voix la plus forte. C'était quelqu'un qui était toujours de bonne humeur, oui. Mon frère était un bon vivant. Partout où il passe, Joseph partage sa joie de vivre avec les autres. Non seulement au sein de sa famille, mais aussi dans son travail. Depuis 25 ans, il est employé comme chauffeur routier dans la même entreprise. René, son collègue, est devenu au fil du temps l'un de ses meilleurs amis. Un homme vraiment sympathique. Il était toujours rigolant, toujours avec un sourire. René Krieger, collègue et ami de Joseph. Il était toujours de bonne humeur. Et il était toujours le premier qui monte sur la table pour faire des bonnes blagues et des bonnes conneries, on va dire. C'est vraiment un bon collègue et un bon ami. C'était un gars que tout le monde qui le connaissait, l'appréciait et l'aimait. Côté cœur, Joseph a été marié 2 fois, mais il n'a pas d'enfant. Ah ouais, il est dans Yopi. Malheureusement, ces 2 histoires se sont soldées par des divorces. Pourtant, en 2009, alors qu'il approche la cinquantaine, l'amour vient une nouvelle fois frapper à sa porte. Joseph fait la connaissance d'une femme. Elle s'appelle Catherine Hilpert et elle a 41 ans. Catherine Hilpert est allemande. Elle vient habiter dans le camping des parents de Joseph Lenartz et c'est la rencontre et le coup de foudre. Très vite, elle s'est amourachée de mon frère et elle lui a fait sentir et lui, il n'a rien vu. En fait, c'est ma sœur qui lui a ouvert les yeux. Et très rapidement, ils se sont mis ensemble. Car entre Joseph et Catherine, le coup de foudre est réciproque.
Pour lui, en tout cas, cette rencontre vient bousculer toute son existence. Catherine Hilpert, contrairement à Joseph, a une vie sentimentale relativement compliquée, puisqu'elle est maman de 6 enfants, de papas différents. Elle exercera la fonction de mère au foyer. Patrick Thévissen, avocat de Catherine Hilpert. Avec 6 enfants, à un moment donné, on peut le comprendre. 6 enfants, dont certains sont déjà adultes, ainsi que des petits-enfants. C'est une vie nouvelle qui commence, pour Joseph, mais aussi pour Catherine. En plus de son rôle de grand-mère, qu'elle adore, la voilà comblée. Réunions de famille, anniversaires, fêtes de fin d'année, la séduisante Allemande se retrouve vite adoptée à l'unanimité par les amis et tous les proches de Joseph. Elle était bien sympathique aussi, toujours bien sympathique, aimable. Je m'entends très bien avec elle et c'était une bonne copine aussi. Pour moi, Catherine était quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Quand on avait besoin d'elle, il suffisait de l'appeler, elle était là. Pour moi, c'était ma belle-sœur, la femme de mon frère, ma belle-sœur, et c'était une copine aussi, oui. Le couple, très amoureux, s'installe dans un appartement du centre-ville d'Eupen. Comme Catherine ne travaille pas, elle suit Joseph dans ses voyages. Les deux se rendent ensemble sur les routes que M. Leenaerts doit parcourir professionnellement. Alors, on ne vit pas dans le luxe, on est dans un univers de routiers, mais c'est la vie simple qui caractérise ces deux personnes. On aime passer du temps ensemble. Mon frère était voyageur dans l'âme et il avait l'air d'avoir trouvé la femme qui allait avec, la femme qui l'accompagnait dans ses voyages. Le couple formé par Catherine Hilpert et Joseph Leenaerts est un couple idéal, fusionnel. Ainsi s'écoule la vie de Joseph Leenaerts, le chauffeur routier au grand cœur. Une famille en or et cet amour avec Catherine qui le comble de bonheur depuis plus de 8 ans, jusqu'au début du mois de janvier 2018. Il règne un froid glacial sur Eupen et sa région. Et bizarrement, depuis plusieurs jours, Joseph ne s'est pas présenté à son travail. Chez son employeur, tout le monde s'interroge. Ce n'est pas du tout habituel pour lui. Il était un travailleur très correct. David Hannon, avocat des parties civiles. Il n'a jamais raté un jour de travail. Il n'a presque jamais été malade pour une petite durée. Et tout le monde sait qui était parce qu'il n'était pas là. C'est pas normal que Youpi part comme ça sans prévenir quelqu'un. Je savais directement qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Son patron et ses collègues ont bien tenté de l'appeler sur son portable, mais il tombe systématiquement sur sa messagerie. Voilà qu'il ne lui ressemble pas. Il décide alors de contacter la sœur de Joseph. Peut-être a-t-elle des nouvelles de son frère. Et d'emblée, celle-ci se montre rassurante. Elle vient justement de recevoir un message de Catherine, sa compagne. Moi, j'étais pas inquiète du tout parce que le 12 janvier, ma belle-sœur nous a contactés sur le groupe familial WhatsApp en disant, voilà, Youpi prend une douche, moi j'ai fait les valises, on part en Espagne ce soir. Alors on a souhaité bon voyage et puis voilà quoi. Elle imagine qu'il a envie de prendre l'air, qu'il a envie de s'évader et que donc ils sont partis profiter à l'étranger d'un moment en couple et d'un moment de sérénité ailleurs. Et 5 jours plus tard, nouveau message de Catherine à sa belle famille. Tout se passe à merveille. Le 17 janvier, Catherine nous envoie un message du camping en Espagne en disant « On est bien arrivé, c'est super ici, on est couché au soleil, enfin moi, parce que Youpi, il court déjà dans le camping et il papote avec tout le monde. » Tout va bien, ne vous inquiétez pas, la vie est belle. Pour le couple, c'est des vacances parfaites, tout se passe bien, c'est idyllique, il fait beau, il profite du camping, tout est parfait. Les proches de Joseph n'ont aucune raison de s'affoler.
Le couple profite d'un séjour de rêve en Espagne, en amoureux, loin de la grisaille de l'hiver. Fin janvier, c'est le retour en Belgique. Mais à la surprise générale, Catherine revient seule de leur périple espagnol. Elle est rentrée d'Espagne avec la voiture de mon frère, et lui pas. Alors on s'est quand même demandé ce qui se passait. Puisque Joseph et Catherine sont partis ensemble, ils ont reçu des messages parlant de vacances idylliques. On ne comprend pas ce qui se passe. Que s'est-il passé? Y a-t-il eu une dispute? Pourquoi est-ce que Catherine rentre sans Joseph? La famille se demande surtout où est Joseph. Elle commence à nous raconter que mon frère aurait loué un camping-car et qu'il allait revenir bientôt. Catherine Hilporte répondra « Ne vous inquiétez pas, il a décidé de prolonger son voyage en Espagne. Vous le connaissez, il aime bien parfois faire des voyages en solo. » Mais les jours passent et toujours aucun signe de Joseph. Pour ses proches, c'est le début de l'angoisse. Impossible de joindre mon frère au téléphone, ça sonnait dans le vide. Donc on commençait quand même à se tracasser. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Les frères et sœurs se demandent aussi pourquoi Catherine n'est pas restée avec lui en Espagne alors que rien ne l'obligeait à revenir. Il n'y avait pas d'obligation professionnelle, il n'y avait pas d'obligation médicale. Donc c'était intriguant, c'était bizarre. Catherine répète qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Joseph va bientôt revenir. D'ailleurs, dit-elle, en attendant son retour, elle en a profité pour aller voir sa famille en Allemagne. Mais la sœur de Joseph a comme un drôle de pressentiment. Alors le 3 février, elle décide d'aller jeter discrètement un œil à son domicile. Par chance, Joseph lui a laissé un double des clés. Donc elle propose à son grand frère de se rendre à l'appartement de Joseph à Eupen. Françoise Peffer, journaliste agence Belga. Pour voir ce qu'il en est et voir ce qui se passe, pourquoi Joseph ne répond pas. On ne savait pas exactement ce qu'on cherchait, mais on voulait aller voir après notre frère. Comme j'avais les clés de l'appartement, on a été voir chez Youpi. Ce 8 février 2018, cela fait un mois qu'ils ne lui ont plus parlé directement. Il est 18h30 lorsque Joe et son autre frère arrivent sur place. Alors Joe, qui a la clé, monte les premiers escaliers pour arriver à l'appartement qui est à l'étage, et il ouvre la porte et il rentre dans l'appartement. À ce moment-là, ils sont particulièrement inquiets, mais ils n'ont encore aucune idée de l'horreur qu'ils vont découvrir en pénétrant dans cet appartement. À peine ont-ils ouvert la porte que l'un et l'autre marquent un temps d'arrêt. À l'intérieur, c'est l'obscurité, mais il flotte partout une odeur très particulière. Il y avait une odeur de putréfaction. Jo Leenaerts, sœur de Joseph. Une odeur de mort. C'était très très poignant, c'est d'ailleurs une odeur qui me reste dans le nez encore aujourd'hui. L'odeur semble provenir d'une seule pièce, la chambre conjugale. Jo Leenaerts et son frère retiennent leur souffle. On voyait clairement qu'il y avait quelque chose dans le lit de mon frère. On voyait qu'il y avait quelqu'un qui dormait ou qu'il y avait quelque chose dans le lit de mon frère. Donc on s'est approché. Et alors mon grand frère a retiré la couverture. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu un corps nu allongé sur le ventre. Dans le lit, il y a un cadavre maculé de sang avec un sac poubelle sur la tête. C'est une vision d'horreur. Un cadavre et ses draps pleins d'éclaboussures de sang. Sous le sac plastique, impossible pour eux de distinguer le visage du mort. En plus de l'odeur suffocante, c'est une scène insoutenable. J'étais tellement en état de choc que je suis restée sans réaction. C'était un moment affreux. Qui est ce cadavre dans le lit conjugal? Leur frère est en Espagne.
Qui est cette personne? Les questions se multiplient dans leur tête, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Le frère et la sœur sont terrifiés. Ils n'ont plus qu'une seule idée en tête, quitter les lieux pour chasser ces images tout droit sorties d'un film d'horreur. Il faut qu'on sorte d'ici, il faut qu'on appelle la police. On s'est pris par la main, on est sorti de là à reculons, et j'ai tout de suite appelé le 101, j'ai appelé la police. Ce fameux soir de février 2018, Verena Röll s'en souvient comme si c'était hier. À l'époque, cette magistrate expérimentée est juge d'instruction au tribunal de peine. Le procureur du roi me téléphone Verena Röll, juge d'instruction. pour me dire qu'il y a probablement un meurtre qui s'est passé à Eupen et qu'il y a une victime qu'on n'a pas encore pu identifier. Donc je me suis rendue sur les lieux. Ralf Nigemann, lui, dirige la police judiciaire de la ville. Nommé chef d'enquête, il demande à ce que les toutes premières constatations soient filmées. Comme je suis rendu sur place... Ralf Nigemann, chef d'enquête, police judiciaire. Il y en avait déjà 2 collègues de mon équipe qui étaient présents. Madame le juge d'instruction était aussi sur place déjà. On nous dit que la victime a été couverte avec un sac en plastique. Il était en état de décomposition totale. Lorsqu'ils ôtent le sac, les enquêteurs remarquent immédiatement un premier élément. Le cadavre porte plusieurs traces de coups au visage, ce qui rend impossible son identification. Ils doivent attendre les résultats de l'autopsie pour en savoir plus. Les visages où les coups ont été donnés étaient dans un état qui ne permettait pas d'identifier la personne. Dès le début, c'était clair pour nous qu'il s'agissait d'un meurtre violent. Les enquêteurs et la juge d'instruction le craignent. Il pourrait bien s'agir de Joseph Lennartz, le locataire de l'appartement. Mais en attendant d'en avoir la certitude, ils doivent au plus vite prévenir Catherine, sa concubine allemande. Madame Catherine Hilport n'était pas présente, alors j'ai demandé au policier qui fait partie de la police judiciaire locale de téléphoner à Madame. Madame Hilport, Catherine, nous a alors dit qu'elle se trouvait à ce moment-là en Allemagne et on lui a informé qu'on a retrouvé un mort dans l'appartement. Elle dit je vais donc revenir et... Patrick Tevissen, avocat de Catherine Hilpert. Présentera une très grande émotion, une très grande consternation par rapport à ce qu'elle apprend. Au téléphone, Catherine paraît véritablement sidérée. Pour elle, difficile d'imaginer qu'un meurtre ait pu être commis à son domicile. Que s'est-il passé? Et surtout, qui est ce mort découvert dans sa chambre à coucher? Alors que le corps est transféré à l'Institut médico-légal, les membres de la famille Lennartz redoutent le pire, même s'ils s'accrochent encore à cette histoire de voyage en Espagne. D'un côté, il y a l'espoir que c'est pas mon frère, et de l'autre côté, mais qui veux-tu que ce soit? Mais il nous reste un espoir que ce n'est pas mon frère. On n'a pas vu sa figure, on ne sait pas. Malheureusement, les expertises ADN viennent balayer tous leurs espoirs. Et comme la famille l'a craint, c'est une très mauvaise nouvelle. Le médecin peut identifier formellement le cadavre. Il s'agit bien de Joseph Lennartz. Plus aucun doute possible, Joseph Lennartz a bien été tué. Quant aux conclusions de l'autopsie, elles sont effroyables. Le médecin légiste a pu constater que les coups étaient centrés surtout sur la tête et sur l'épaule droite. Le décès est dû à un traumatisme crânien grave avec une destruction du cerveau. Et cette destruction du cerveau et ce traumatisme crânien sont dus à 12 coups, probablement de hache ou de hachette. Un crime commis à grands coups de hache. Selon les experts, le corps de Joseph ne présente aucune trace de défense. Il aurait donc été attaqué en plein sommeil. Pour la famille Lennartz, pour tous ses amis, le choc est terrible. C'est une façon de tuer quelqu'un particulièrement barbare. C'était certain maintenant que c'était bien mon frère Youpi qui est mort dans son lit. C'était une certitude, une très très sale certitude.
Mon frère était mort. C'était un moment très très difficile pour moi. Vraiment très très difficile. C'est vraiment triste et dégueulasse, on va dire. Une personne qui est capable de faire quelque chose comme ça, de tuer un pauvre mec comme ça, c'était René Krieger, collègue et ami de Joseph. incroyable. C'est triste. Oui, c'est vraiment triste. Ce drame laisse les siens dévastés par le chagrin et l'incompréhension, car personne ne connaissait d'ennemi à cet homme sans histoire que tout le monde surnommait Youpi. Alors que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il été massacré à la hache? Aurait-il été victime d'un cambriolage qui a mal tourné? En tout premier lieu, les enquêteurs interrogent Jo, sa sœur. C'est elle qui a découvert le corps. Le policier m'a questionné, il m'a demandé si la porte était ouverte. Et moi j'ai dit non, elle était fermée, simple tour, pas double tour, mais elle était fermée à clé. Un tour. Ces images ont été filmées par les policiers lors de leur première constatation. Sur place, ils n'ont relevé aucune trace d'effraction. Pour ce qui concerne les vitres, les fenêtres, etc., David Hannon, avocat des parties civiles. Rien n'était cassé, aucun signe qu'une personne non autorisée serait entrée dans les lieux. Ce qui nous a bien montré que le suspect devrait être entré par clé dans l'appartement. Le ou les meurtriers étaient donc en possession des clés de l'appartement de Joseph. L'hypothèse du cambriolage étant écartée, l'enquête change complètement de direction. Et c'est Jo, la sœur de la victime, qui va mettre les policiers sur une nouvelle piste. Elle garde en effet en mémoire ces messages envoyés par Catherine à la mi-janvier depuis l'Espagne. Or, elle sait, d'après le rapport d'autopsie, que la mort pourrait dater de début janvier. Et j'ai montré les messages WhatsApp aux policiers qui étaient en face de moi. Catherine Hilpert a envoyé des messages pour dire que Joseph profitait de ses vacances, s'amusait, profitait du soleil. Mais le cadavre est là depuis plusieurs semaines. Et c'est ça qui va mettre la puce à l'oreille de Jo Leenaerts, qui va en informer les enquêteurs. Je dis, écoutez, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il faut que vous l'interrogiez parce qu'elle a quelque chose à voir là-dedans. Jo Leenaerts n'en démord pas. Si son frère était déjà décédé en Belgique, alors que signifient ces messages? Face à ces doutes, les policiers convoquent sa belle-sœur pour l'interroger. Lorsque Catherine se présente au commissariat, elle est totalement effondrée. Quand Madame Hilpert est arrivée vers 11h le matin chez nous, elle était épuisée, elle était aussi choquée. Ils vont remarquer aussi en fait qu'elle est triste, qu'elle pleure, qu'elle est éplorée, qu'elle a perdu son compagnon, qu'elle a perdu l'homme de sa vie. Françoise Peffer, journaliste, agence Belga. Catherine Hilpert est en larmes lorsqu'elle parle de Joseph aux policiers. Catherine est si inconsolable que les enquêteurs doivent même interrompre son audition. Elle parvient néanmoins à reprendre ses esprits. Pour montrer sa bonne volonté aux policiers, Catherine Hilpert va sortir son téléphone de sa poche et va leur montrer un message qu'elle aurait reçu de Joseph. Alors dans ce message, il lui dit « Coucou ma chérie, je rentre bientôt, je t'aime très fort, bisous ». Mais en examinant son portable, les policiers sont perplexes, car ce SMS que Joseph lui aurait écrit d'Espagne a été envoyé le 24 janvier. Et vu le rapport des légistes, il y a bien quelque chose qui ne colle pas. Pour nous, c'était pas possible parce qu'elle était morte à ce moment-là. J'ai compris qu'elle ment au moment où elle a été interrogée par la police judiciaire. Elle a fait des contradictions sur contradictions. Alors j'avais demandé qu'elle sera interrogée comme personne suspecte. Près d'un mois après le meurtre, le couperet tombe. Catherine passe du statut de simple témoin au régime de la garde à vue. Et les enquêteurs ne manquent pas de questions. Aurait-elle rédigé elle-même ce SMS?
sachant que Joseph avait déjà été tué. Pourrait-elle avoir une implication dans le crime? C'est là que tout s'accélère. Coincée par les éléments que lui amènent les enquêteurs, elle change subitement de version. Il a dit non, ce n'est pas moi qui a tué, c'est mon fils Christian Karkut qui a tué Monsieur Leenaerts. Son fils? Mais que vient-il faire dans cette histoire? Et pourquoi Catherine l'accuse-t-elle d'un crime aussi effroyable? Les policiers restent sans voix. Immédiatement, ils cherchent à en savoir plus sur ce Christian Karkut. Sa mère leur explique lui avoir donné naissance alors qu'elle n'avait que 17 ans. Catherine Hilpert estime que c'est beaucoup trop jeune, qu'elle a encore toute sa jeunesse à vivre, qu'elle a envie de sortir et qu'elle n'a pas envie ni les capacités de s'occuper d'un enfant. Elle décide donc de l'abandonner avant même ses 2 ans. Christian a aujourd'hui 29 ans et son casier judiciaire est déjà bien rempli. Il a été délaissé chez ses grands-parents, d'un côté une maman qu'il ne voulait pas. Denis Barthes, avocat de Christian Karkut. D'un autre côté, un papa qui finalement ne s'est pas bien occupé de lui non plus. Dès ses 11 ans, il va commencer à commettre des délits, il va tomber dans l'alcool, il va tomber dans la drogue. Il donnait des coups et blessures à tout le monde. Trafic de stupéfiants, vol et surtout violence aggravée. Une chose est sûre, Christian Karkut a trempé dans pas mal d'histoires louches et connu plusieurs fois la prison. Pour autant, aurait-il le profil d'un meurtrier? Et surtout, pourquoi aurait-il voulu la mort de Joseph? Les policiers doivent coûte que coûte en apprendre davantage sur lui. Et c'est là, en fouillant sur les réseaux sociaux, qu'ils tombent sur une vidéo. La scène est filmée avec un ami en Grèce, où Christian Karkut réside depuis quelques années. Natürlich, das ist unser Chefkoch, ne, heute. Also unser Chefkoch, der kocht Spaghetti. Spaghetti con? Spaghetti full spaghetti. Full spaghetti. L'homme semble insouciant et heureux. Et les policiers notent aussi la date de publication de cette vidéo. Elle a été postée à peine 2 mois avant la mort brutale de Joseph Leenaerts. Alors pour quelle raison serait-il revenu en Belgique afin de tuer son beau-père, un homme qu'il ne connaissait pas? Face aux enquêteurs, Catherine a réponse à tout. C'est justement à l'époque de cette vidéo qu'elle aurait téléphoné à son fils en Grèce afin de renouer le contact. Elle lui aurait proposé de venir la voir pour tenter de recoller les morceaux. Et à ce moment-là, elle a envoyé de l'argent via Western Union, 300 € à Christian Karkut. Ralph Nigeman, chef d'enquête, police judiciaire. Selon le récit de Catherine, son compagnon était très fatigué ce soir-là. Elle serait donc rentrée directement avec lui à leur domicile et il serait vite parti se coucher. Catherine Hilpert va attendre que Joseph s'endorme et puis elle va aller rechercher son fils au pub. Lorsqu'elle arrive là-bas, elle constate que son fils est ivre, qu'il a bu énormément. Elle décide de le ramener à la maison pour qu'il se calme. Catherine Hilpert expliquera que, ne voulant pas déranger le sommeil de Joseph Leenaerts, elle demande à Christian Karkut d'attendre sur le palier. Face aux policiers, Catherine Hilpert est dans tous ses états. Ils parviennent quand même à continuer son interrogatoire. Madame Hilpert déclare alors qu'elle aurait placé Verena Reul, juge d'instruction. Sur une chaise devant l'entrée de l'appartement et ils auraient discuté. Christian Karkut était terriblement nerveux, terriblement agressif et plein de reproches aussi à l'égard de sa maman. Après toutes ces années sans voir sa mère, ses retrouvailles auraient tourné au règlement de compte. Christian, totalement ivre, serait devenu incontrôlable.
Catherine a du mal à raconter la suite de la scène. Christian, en rage, se lève, saisit une hachette qu'il trouve sur le meuble à côté, pousse Catherine Hilpert qui était devant la porte et pénètre dans l'appartement en criant « Je vais détruire ta vie comme toi tu as détruit ma vie en m'abandonnant étant enfant ». Selon son témoignage, Christian ne s'en prend pas physiquement à elle, mais foudrage, il fonce vers la chambre, là où Joseph Lenartz est endormi. Il serait entré dans les lieux et aurait directement et tout de suite frappé avec la hache. David Hannon, avocat des parties civiles. Sur la tête de Youpi, sans qu'elle aurait pu intervenir ou arrêter son fils. Catherine explique aux policiers qu'elle est vraiment sous le choc. En fait, son fils a tué sous ses yeux l'homme de sa vie et elle n'a rien pu faire pour le sauver. Devant les enquêteurs sidérés, Catherine poursuit son terrible récit. Face à l'extrême violence dont a fait preuve son fils, elle imagine que son tour est venu. Madame Hilpert a déclaré qu'elle était menacée par son fils avec un couteau et que le fils aurait dit « Maintenant, tu vas faire ce que moi je te dis ». Il lui donne 2 ordres, l'ordre de nettoyer la scène de crime et le 2e ordre de l'accompagner sur sa fuite en Espagne. Elle aurait donc été prise en otage par son propre fils et emmenée de force en Espagne. Christian aurait ensuite décidé de s'enfuir, seul cette fois, vers l'Allemagne. Elle expliquera alors qu'elle a laissé son fils Christian à la gare, lui a donné encore quelques euros pour prendre le train. Elle a déclaré que depuis ce moment-là, je n'ai plus de nouvelles de sa part. Catherine est catégorique. Si elle n'a pas donné l'alerte, c'est parce qu'elle était terrifiée par son fils. Dans ce cas, pourquoi aurait-elle rédigé ce fameux SMS signé Joseph alors qu'il était déjà mort? Pour tirer tout cela au clair, les policiers doivent mettre la main sur ce Christian Carcout. Serait-il en Grèce, en Espagne ou ailleurs? Le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt européen à charge de M. Christian Carcout. Et c'était très facile de l'identifier, mais aussi de le retrouver. Parce qu'il était arrêté en Allemagne pour un autre fait. Tout juste arrivé en Allemagne, Christian a été incarcéré dans une affaire de drogue. Il est donc extradé en procédure d'urgence et remis aux enquêteurs belges. Tandis que la mère est toujours en garde à vue, le fils est interrogé à son tour. Le meurtre sauvage de Joseph, la cavale en Espagne, tout y passe. Mais Christian tombe des nues. Dans un premier temps, il ne croyait pas les policiers. Sa première réaction, c'était « Je ne vous crois pas, impossible. Ma mère ne peut pas avoir dit cela. » Il a dit « Je veux rien dire, je veux d'abord lire le dossier. » C'est son droit le plus strict qui existe. En lisant les déclarations de Catherine, Christian doit se rendre à l'évidence. Sa mère le désigne bien comme seul et unique responsable de la mort de Joseph Lenartz. Et là, c'est le choc le plus total pour Christian Carcout. Il était complètement choqué, il est désillusionné, il était en colère. Pour lui, un monde s'écroule. On voit dans ses yeux un désespoir profond. Christian Carcout est abasourdi. Et après un long silence, il se décide à livrer sa version des faits, très différente de celle de sa mère. Voilà peut-être le tournant de cette affaire. Il a dit, écoute, je vais vous dire ce qui s'est passé. Maintenant, voilà, je dois assumer et je vais collaborer avec la justice. Devant les policiers, Christian commence par raconter sa vie, marquée par une relation très compliquée avec sa mère
qu'il avait abandonnée à l'âge de 2 ans. Confié à ses grands-parents, il reconnaît avoir sombré très jeune dans la délinquance et il n'a plus jamais revu sa mère, du moins jusqu'à ses 15 ans. Et puis, tout à coup, sa maman apparaît et elle lui promet Denis Barthes, avocat de Christian Carcout. de demander aux tribunaux allemands l'autorité parentale et qu'il pourra ensuite aller vivre chez elle. Et finalement, à un moment donné, sans qu'il ait la moindre explication, elle ne se manifeste plus rien, sans raison, sans explication ni rien du tout. Christian est formel. Il n'aura plus la moindre nouvelle de sa mère pendant plusieurs années, jusqu'à son fameux coup de fil de novembre 2017, à l'époque où il se trouve en Grèce, soit 2 mois avant la mort de Joseph. Christian Carcout découvre une femme, une personnalité qu'il ne connaît pas. Françoise Peffer, journaliste, agence Belga. Elle est une mère aimante, elle lui propose de revivre une vie familiale, de vivre avec ses frères et sœurs, de s'installer dans une ferme, mais de s'installer tous ensemble dans une ferme. Une exploitation agricole en Allemagne. Peu importe si sa mère l'a déjà abandonné par 2 fois, Christian se laisse séduire par ce projet. Pour lui, cette proposition, c'est le rêve, c'est le bonheur en fait. Christian Carcout voit ça comme une lueur. Et il se met en route comme un soldat en vue d'avoir quelque chose qu'il n'a jamais vécu, une famille. Mais à partir de là, c'est une toute autre histoire que Christian va raconter aux enquêteurs. Christian Carcout va rapidement expliquer aux policiers que, effectivement, sa mère l'accuse, mais qu'en fait, c'est elle l'instigatrice de ce crime odieux. Christian arrive en Belgique le 3 janvier, 5 jours avant le meurtre. Sa mère l'accueille par une rapide embrassade et tout de suite, elle lui fait part de son intention de supprimer Joseph, son compagnon. S'il est revenu, c'est pour en fait l'aider à se débarrasser du corps de Joseph lorsqu'elle l'aura tué. La machine se met en place à ce moment. Selon son fils, Catherine envisage d'empoisonner Joseph. Objectif, faire croire à un malaise fatal. Une mise en scène machiavélique. Très naturellement, mon client a demandé à sa maman pourquoi elle voulait tuer Joseph Lennartz. Alors elle lui dit 2 choses. Premièrement, il y a 150 000 € en jeu et on a besoin de cet argent pour pouvoir commencer une vie nouvelle. Donc elle faisait référence à la ferme en Allemagne. Catherine Hilpert sait très bien que Joseph a eu 2 héritages quelques années avant son décès. Elle sait qu'il a environ 150 000 € à disposition. Et ça n'est pas tout. La mère de Christian aurait ajouté avoir une autre bonne raison de l'éliminer. Et deuxième chose qu'elle va lui dire, c'est « il me frappe, il est colérique, il me force à des actes sexuels et je n'en peux plus ». Un confortable héritage, la promesse d'une vie nouvelle et ces accusations de violence sans aucun fondement, mais qui achèvent de convaincre Christian. Sans le savoir, il est en train de tomber dans le piège tendu par sa propre mère. La date de l'assassinat est fixée au 8 janvier 2018. Une après-midi que Christian relate exactement comme elle. Christian Carcout décrit la journée, alors le début de journée est parfaitement similaire à celui raconté par sa mère. En fait, ils ont fait les magasins, ils se sont promenés, elle a été rechercher Joseph au travail, elle l'a déposé au pub, il a bu quelques verres. Christian reconnaît être complètement ivre lorsqu'en fin de journée, sa mère vient le récupérer au bar. Ce n'est qu'ensuite que les 2 versions diffèrent.
Elle lui aurait alors annoncé avoir administré des somnifères à Joseph. Devant l'appartement, Catherine lui aurait ordonné d'attendre que ses médicaments fassent effet. Elle l'aurait même incité à encore s'alcooliser. Dans une vidéo exclusive, filmée par les enquêteurs sur les lieux du crime, Christian se prête à une reconstitution. Une policière y joue le rôle de sa mère. Madame Hilpert savait très bien qu'il était saoul et pourtant, Verena Reul, juge d'instruction. Christian Carcout reçoit encore une bouteille de whisky de sa mère. Catherine Hilpert lui amène de l'alcool, lui amène beaucoup d'alcool. Elle le pousse à boire. Joseph Lennartz, lui, dort à point fermé. Christian, qui ne tient presque plus debout, aurait soudain distingué la forme d'une hache. Elle a été chercher la hache. Ralph Nigemann, chef d'enquête, police judiciaire. Et elle a posé la hache à côté de lui. Christian Carcout a alors déclaré, pour moi, elle veut que je tue Joseph Lennartz. Le plan a changé. C'est lui qui doit tuer Joseph, pas elle. Christian raconte en détail la suite des événements. Oui, en l'espace de quelques secondes, et noyé dans les vapeurs de l'alcool, il se serait finalement exécuté. En recherche perpétuelle d'amour et d'affection de sa mère, Christian Carcout va céder à sa demande. Il va enlever ses vêtements, il va juste garder son caleçon. Il se déshabille évidemment parce qu'il ne veut pas laisser des traces de sang sur ses vêtements. David Hannon, avocat des parties civiles. Il prend la hache. Il court vers le lit où M. Lennartz est couché, où il dort, et puis il a frappé avec la hache sur M. Lennartz. Il va effectivement s'acharner sur Joseph, tuer Joseph sous les yeux de sa mère. Un véritable carnage. Joseph n'a même pas eu le temps de réaliser ce qui lui arrivait, qu'il était déjà mort, le crâne fracassé à coups de hache. Les enquêteurs sont horrifiés. Ils ont placé la sac à poubelle sur la tête de M. Lennartz à la demande de Christian Carcout parce qu'il disait on ne peut pas le laisser comme ça, ce n'est pas une image acceptable, il ne voulait plus voir sa tête. Apparemment, elle était plus touchée que sa mère des faits. Laissant Joseph Lennartz mort dans son lit, Christian et sa mère auraient ensuite pris la direction de l'Espagne avec la voiture du défunt. Mais quelques jours plus tard, Catherine aurait insisté pour qu'ils repartent vers l'Allemagne. Une fois encore, elle aura fini par s'en débarrasser. Elle lui dit, écoute, tu t'en vas, je te donne assez d'argent, argent de Joseph, pour que tu puisses disparaître. Alors elle lui a donné 300 € pour prendre l'avion et pour qu'il parte. Elle lui promet monts et merveilles, elle lui promet des rencontres, elle lui promet de se revoir. Malheureusement, après cela, Christian n'aura plus aucune nouvelle de sa mère. Lorsqu'il essaye de la joindre, elle ne répond pas. Plus aucune nouvelle. Pour le jeune Christian, tout se serait alors écroulé. Fini ce projet d'exploitation agricole et surtout, fini ce rêve d'une vie de famille que sa mère lui faisait tant miroiter. Et il se rend compte que, à nouveau, il est abandonné. Patrick Tevissen, avocat de Catherine Hilpert. Et à nouveau, ses projets s'effondrent. Elle a en quelque sorte laissé tomber son fils comme une patate chaude, comme on le dit ici, peu de temps après le crime. Ainsi, à peine arrivé en Allemagne, Christian doit poursuivre sa cavale sans argent et sans nulle part où aller. Abandonné une fois de plus à son sort, hanté par son acte criminel épouvantable, le fuyard se retrouve dans une impasse. En désespoir de cause, il fait alors le choix de se livrer à la police allemande.
car il lui reste une peine de prison à purger pour une ancienne histoire de stupéfiants. Donc il se rend à la prison et il se fait emprisonner pour pouvoir survivre. Il ne sait pas où se loger, il a froid et la faim. C'est là qu'il sera localisé par les enquêteurs belges qui se tiennent maintenant face à lui, stupéfaits par sa confession. Les voilà désormais confrontés à deux versions que tout oppose. D'un côté, celle de Catherine, qui n'aurait rien pu faire pour stopper la folie meurtrière de son fils. De l'autre, celle de Christian, qui affirme au contraire avoir été téléguidé par une mère machiavélique. Elle va expliquer qu'elle ne comprend pas, que ce n'est pas elle. Et donc elle dit, je n'ai pas instrumentalisé mon fils pour faire un travail que moi j'aurais prémédité. Alors, que s'est-il réellement passé ? Lequel des deux, entre la mère et son fils, dit la vérité ? Pour le savoir, les policiers doivent absolument trouver des preuves. Reste qu'en plus de son comportement suspect, Catherine se serait empressée de siphonner les comptes bancaires de Joseph. Et cela pourrait être un élément accablant. Les enquêteurs vont constater en fait qu'après la mort de Joseph, Catherine Hilpert va dilapider l'argent. Françoise Peffer, journaliste agence Belga. C'est des virements de 5 000, de 20 000 euros qui sont effectués pour un montant total de presque 50 000 euros. Catherine Hilpert expliquera que c'était Joseph Leenaerts qui lui autorisait en tout cas de se servir de la carte, d'autant que le numéro de code secret était connu, était partagé entre les deux compagnons. Une explication qui laisse les policiers sur leur faim. Ils y voient surtout la preuve que Catherine voulait faire main basse sur l'argent des deux héritages de Joseph. D'autant qu'en fouillant dans son ordinateur, ils font une nouvelle découverte. Catherine Hilpert procède à des recherches vraiment très ciblées sur la manière d'empoisonner quelqu'un, sur les doses mortelles pour empoisonner quelqu'un. Comment est-ce qu'on peut tuer quelqu'un ou quelle dose de tel médicament est-il nécessaire pour tuer quelqu'un ? Cet élément viendrait confirmer le témoignage de Christian, qui avait parlé, lors de son premier interrogatoire, d'un projet d'empoisonnement imaginé par sa mère. Mais face à ces accusations, Catherine a encore une fois une explication toute trouvée. Elle expliquera que, craignant une récidive de son cancer qu'elle avait eu quelques années auparavant, elle envisageait d'ingérer des produits qui amèneraient à la mort, à savoir qu'elle voulait se suicider si son cancer devait récidiver. Confrontée avec des éléments d'enquête, elle a toujours une réponse à tout. Mais les policiers ne relâchent pas leur pression sur la mère de famille. Après des heures et des heures d'interrogatoire, Catherine commence enfin à vaciller. Elle reconnaît l'intention criminelle, tout en avançant le même motif que devant son fils. Elle leur explique qu'en fait, c'était elle la victime de Joseph, qu'il la violentait, qu'il lui faisait subir des violences sexuelles, qu'il la battait. C'est elle la victime. Finalement, ce à quoi elle aspirait, elle, c'est à une autre vie. Un départ dans une ferme en Allemagne de l'Est, avec ses enfants, mais sans Joseph. Pour concrétiser ce rêve, Catherine Hilpert avait besoin des 150 000 euros dont disposait Joseph Leenaerts. Une théorie, celle du tyran domestique, qui ne tient pas la route. Pour les proches de Joseph, pour sa sœur, c'est tout simplement inimaginable. Et la première chose qu'elle dit, c'est que il fallait que mon frère meure parce que il l'aurait maltraité, il l'aurait traité comme un torchon. Jo Leenaerts, sœur de Joseph. Qu'il l'aurait maltraité sexuellement aussi et qu'il l'aurait frappé et qu'il s'était uniquement servi d'elle. Et que c'est pour ça qu'elle voulait se venger et qu'elle voulait se débarrasser de lui. Et mon frère n'a jamais été quelqu'un de violent avec sa femme, jamais.
Il n'y avait personne qui a parlé d'une violence de la part de M. Leynertz. C'était un gentilhomme. Et tout le monde a dit que c'est un couple très agréable, qu'ils sont encore fort amoureux, etc. Donc vraiment le contraire de ce qu'elle dit. Pour les enquêteurs, la piste d'un crime prémédité, dicté seulement par l'appât du gain, se précise. Un scénario qu'ils veulent conforter lors d'une seconde reconstitution filmée. Catherine est alors conduite à son tour dans l'appartement du crime. Un policier incarne Christian, son fils. Et une nouvelle fois, elle change de version. Catherine Hilpert décide que Joseph Leynertz doit mourir et pour cela, elle prend des médicaments qu'elle pile. Et au moment où elle avait détruit les médicaments pour les mélanger dans le repas, elle s'est dit non, je n'arriverai quand même pas. Elle a des remords et elle va déverser cette mixture dans l'évier de la cuisine. Catherine soutient maintenant qu'elle aurait décidé de faire machine arrière, mais que son fils l'aurait persuadée d'aller jusqu'au bout. Elle nous a déclaré que Christian Karkut avait dit « Ralph Nigemann, chef d'enquête, police judiciaire. On laisse rien tomber, on ne stoppe pas, on continue, on le fait maintenant pour la famille. Et on le fait pour toi. » Christian Karkut, en rage, s'est saisi de la hache, se serait alors rendu dans la chambre de Joseph et se serait littéralement acharné sur Joseph qui dormait. Christian! Mais au final, selon elle, le résultat est là. C'est encore et toujours Christian, le seul vrai coupable. Un scénario qui ne convainc pas du tout les policiers. On n'a jamais cru ce qu'elle a dit. Elle a menti dès le début. Ça ne tenait pas debout ce qu'elle a raconté. Pour les policiers, il semble quand même que c'est la version de Christian Karkut qui est la bonne version, parce que lui n'a eu qu'une seule version. Pour nous, dès le début, la version de Christian Karkut était cohérente. Il n'avait jamais eu l'air d'un menteur. Pour les enquêteurs, comme pour la famille de Joseph, le scénario paraît limpide. C'est Catherine qui a bien orchestré son assassinat de A à Z en utilisant son fils comme une marionnette. Catherine Hilpert a fait de son fils son bras armé. C'est elle qui tire les ficelles. C'est son fils qui tue, mais c'est Catherine Hilpert qui manigance le crime. Et comme quelqu'un de perfide, manipulatrice, Christiane, elle ne l'a jamais aimé. Denis Barthes, avocat de Christian Karkut. Elle l'a utilisé comme un objet quand elle avait besoin de lui, pour le jeter ensuite. Ça devait être affreux pour ce garçon-là aussi. Bon, maintenant, dire que j'ai de la pitié avec lui, non, parce que c'est le meurtrier de mon frère. À l'issue de leur garde à vue, Catherine et son fils sont incarcérés pour assassinat. Pour les proches de Joseph, pour sa sœur, ces révélations font l'effet d'une bombe. Ça a été ma belle-sœur pendant 8 ans. C'est dur pour moi de dire que j'ai bien aimé une personne pareille qui m'a tellement manipulée et que je me suis laissée manipuler pendant autant d'années. On s'est tous laissés manipuler pendant tout ce temps-là. Et on n'a rien vu venir. Et ça fait encore très mal parce que une personne qu'on a vraiment aimée... René Krieger, collègue et ami de Joseph. Qu'elle est capable de tuer une personne ou de faire tuer une personne, c'est triste. Elle a massacré mon frère, elle a tué mon frère, elle a brisé ma famille, elle s'est servie de son fils aîné pour tuer mon frère, elle a détruit sa famille, elle a tout détruit, elle a laissé que des cendres derrière elle. Partout dans la région, l'onde de choc se propage. Personne n'aurait pu se douter que cette mère de famille insoupçonnable puisse être mêlée à un meurtre aussi barbare.
Catherine Hilpert, quand on la voit, quand on voit les photos qu'elle publie sur ses réseaux sociaux, c'est vraiment Madame Tout-le-Monde. Elle pose avec son compagnon, avec ses petits-enfants. Catherine Hilpert avait la vie et le visage d'une mamie gâteau, en fait. À côté de ça, au moment où ces photos sont prises et publiées, dans ton fort intérieur, elle manigance un crime à la hache. Le contraste est saisissant. « 9 septembre 2020, cour d'assises d'Eupen. Comme parfois en Belgique, des caméras de télévision sont autorisées à pénétrer dans la salle d'audience. Presque 3 ans après le crime, Catherine et Christian se retrouvent côte à côte sur le banc des accusés. Alors, qui de la mère ou du fils parviendra à convaincre les jurés? Tous les deux risquent la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre avec préméditation. La question, c'est quelle est précisément l'influence de l'un sur l'autre? Patrick Thévissen, avocat de Catherine Hilpert. Quelle est l'action menée par l'un ou par l'autre ou par les deux ensemble? Et c'est là l'enjeu du procès, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Dès l'ouverture des débats, l'ensemble du public retient son souffle. Tous les regards sont braqués sur eux. Pendant le procès, moi je l'ai observée beaucoup parce qu'elle était là, je vais dire. Je l'ai vue très souvent. Et elle était comme ça. Rien ne la touchait. Tout perlait. L'ambiance entre la mère et le fils était évidemment très froide. Il y avait une atmosphère glaciale entre les deux. Christian regardait souvent sa mère, malgré tout, qui, elle, ne l'a jamais regardé. Dans le regard de Christian Carcout, on sentait qu'il cherchait encore l'attention de sa maman. Pourtant, Catherine continue de rejeter toute la responsabilité du meurtre sur son fils. Jusqu'au 4e jour d'audience, où enfin, elle paraît flancher. Coup de théâtre au cours du procès, en fait, Catherine Hilpert va reconnaître qu'elle a menti. Françoise Peffer, journaliste agence Belga. Alors elle va encore amener une nouvelle version. En fait, elle dira « Je n'ai pas tué Joseph Leenaerts, mais je suis responsable de sa mort ». Cette phrase-là résumera le rôle de Catherine Hilpert. Ce n'est pas elle qui porte les coups, mais c'est elle qui en est l'instigatrice. Et puis, se passe un moment de brouhaha dans la salle, et puis notre avocat lui demande « Et maintenant, qu'est-ce que vous dites de vos accusations que Youpi vous aurait maltraité, même sexuellement ?» Et à ce moment-là, elle a dit « Non, ce n'est pas vrai. Youpi était un gars bien. Il n'a pas mérité ce que je lui ai fait. Il m'a jamais maltraité. Il a toujours bien traité tout le monde. » Enfin, elle dit la vérité. Enfin, elle arrête de le salir. C'est peut-être aussi le rôle d'un procès, c'est de regarder les vérités en face. Voilà en tout cas la confession que plus personne n'attendait. Christian, son fils, demande à prendre la parole. Il s'est levé et il nous a dit, à nous partie civile, que ce qu'il avait fait était impardonnable. Jo Leenaerts, sœur de Joseph. Et qu'il savait très bien qu'il n'avait même pas besoin de demander pardon, que c'était impardonnable. Mais il nous a demandé de le croire, qu'il ne sait pas ce qui lui est passé par la tête et qu'il regrette vraiment, vraiment ce qu'il a fait. Et je l'ai cru. Je l'ai cru. Parce que dès le départ, il a dit la vérité. Et là aussi, il a dit la vérité. Je l'ai cru. Et au moins, lui a l'honneur de toujours avoir dit la vérité. Après 15 jours d'un procès très éprouvant, la sentence tombe enfin. Christian Carcout est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Quant à Catherine, sa mère, elle se voit infliger la peine maximale, la perpétuité. Pour la justice, c'est donc elle, et elle seule, la véritable instigatrice de ce crime. Sans possibilité d'appel en Belgique, le verdict
et définitif. Mais à peine 3 mois après le procès, l'affaire connaît un ultime coup de théâtre. Catherine Hilpert meurt en prison des suites de son cancer. Elle avait 50 ans. Son fils, Christian, lui, doit désormais porter tout seul le poids de la culpabilité. À eux... Mon frère, moi je veux aujourd'hui me souvenir en amour de mon frère qui sourit et qui rit et qui chante. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.